Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24 sur les reflets de la ville de Kinshasa. Kin 24, encore une fois. Merci de votre fidélité. Avec moi, Lina Mouvibo Alimale. Merci d'être là. En tout cas, ça, c'est un rendez-vous calé. Covid. Sur la bonne voie. Mais comme nous le disons, le répétons, le respect des gestes et barrières, encore et toujours, et couvre-feu à 23h. Bien qu'on dit déjà, on se demande à quoi ça sert ce couvre-feu. Mais ça sert toujours à quelque chose parce que quand on permet tout au Kinois ou aux Congolais, tout peut arriver. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir. Notre invité n'est plus à présenter. Il s'appelle Jean-Jacques Mamba. C'est un député national élu de la Lukunga sur la liste MLC. Honorable Jean-Jacques Mamba, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Je me porte bien. Ça fait quand même un bail. Vous avez disparu des radars, je dirais même des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai répondu avec promptitude lorsque vous m'avez invité. Donc, si vous ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Heureusement que vous avez pensé à moi aujourd'hui et donc je suis là. Non, parce que nous avons une légion de télévision et de radio ici à Kinshasa. Partout, on m'a invité et je m'y suis rendu. Ah, okay. Donc, chaque fois que j'ai une sollicitation, je réponds. Merci d'être là. Certains pensaient que l'honorable a pris une certaine stratégie parce que votre nom a circulé, comme toujours, à un certain moment et pouf, c'était un silence. Il semblerait peut-être que c'était une stratégie de communication, peut-être. Non, je ne pense pas que nous devons pérorer. Allez, nous avons 5 ans de mandat et que nous devons être sur les médias 7 jours sur 7 en permanence. Je pense que nous avons un travail parlementaire, c'est légiférer, faire du contrôle parlementaire et je pense que je suis assez concentré sur ce que je fais dans ce cadre-là. Actuellement, par exemple, j'ai une question orale avec débat contre le ministre de l'EPST, Monsieur Tony Mwamba. C'est depuis le 1er octobre que cela a été déposé, validé par le bureau d'études, mais jusque-là, il n'est pas aligné. Donc, je crois que nous avons plusieurs chantiers. Et puis, il y a le chantier de ce qu'on appelle communément la base, c'est-à-dire que nous sommes aussi à pied d'œuvre pour essayer de rencontrer tant soit peu les préoccupations des personnes qui ont porté leur confiance sur notre modeste personne. Et c'est généralement des cas socio-économiques. Et nous avons d'autres projets aussi que nous développons. Donc, je veux dire que les médias, c'est lorsque c'est nécessaire, mais aussi lorsque nous recevons des invitations. Alors, nous commençons par là. Que reprochez-vous au ministre Tony Mwamba? Écoutez, nous avons une obligation constitutionnelle, c'est de rendre l'enseignement gratuit, en tout cas l'enseignement primaire. Oui. Et donc là, nous sommes obligés. La question est de savoir est-ce que nous sommes capables de le faire. Dans cette capacité, nous avons des problèmes logistiques et des problèmes structurels, c'est-à-dire la capacité d'accueil des écoles existantes, mais aussi le traitement des enseignants. Alors, savez-vous, nous avons quand même on va dire comme ça, des églises, des écoles conventionnées. Et nous avons ce que nous appelons les droits acquis. Ça veut dire que les droits acquis. Donc, les personnes qui enseignent dans ces institutions avaient déjà un certain niveau de revenus. Oui. Et statistiquement, ce sont les institutions qui produisent le plus de qualité. Ça fait 20 à 30 ans que les meilleurs résultats, en dehors de quelques écoles privées de bonne réputation, les meilleurs résultats dans le secteur public, ce sont des résultats produits par les écoles conventionnées. Donc, dans ces écoles, il y a eu un compromis entre les comités des parents et les enseignants et l'école pour que les enseignants se retrouvent avec une rémunération qui avoisine, pour certains, de 500 à 800 $. Donc, lorsque nous cherchons à appliquer la Constitution, nous rabattons le salaire qui est en droits acquis, donc nous violons le droit du travail en imposant à ces différents enseignants d'enseigner pour la somme de 280 pour certains, 150, 180 $. Mais ce qui est grave, c'est que ces personnes sont obligées d'enseigner avec une charge de travail qui double. Parce que lorsqu'on décrète la gratuité de l'enseignement, il y a, si vous voulez, une accessibilité augmentée. Et donc, ceux qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école peuvent le faire. Et des salles de classe prévues pour 20 élèves en ont 100. Donc, un professeur qui avait 600 ou 700 $ se retrouve à enseigner. Il avait 30 élèves. L'année qui suit, il se retrouve à enseigner 100 élèves pour recevoir 200 $. Ça pose un problème. Donc, est-ce que nous pouvons répondre de manière adéquate sur une question qui est essentielle? Sommes-nous en mesure de garantir la gratuité en maintenant la qualité de l'enseignement? Parce que les problèmes de qualité se posent avec acuité. Lorsque nous voyons nos finalistes, il est difficile aujourd'hui de voir un finaliste qui fait sur une page moins de 50 fautes si c'est une page à 4. Juste une page. À l'oral comme à l'écrit. J'ai vu dernièrement, lorsque je suivais, les gens ont rigolé, mais ça m'a attristé. Une dame qui disait qu'elle était lauréate, elle ne savait même pas dire lauréate, elle disait qu'elle est lauréante. Donc vous voyez très bien qu'à ce niveau-là,
Ça ne sert à rien d'avoir 1000 enfants qui ont 1000 diplômes si ces diplômes ne valent rien. Donc le problème de la qualité doit se poser. Et le ministre doit répondre de ce problème de la qualité. C'est-à-dire, la gratuité, oui, mais pas au prix de sacrifier la qualité de l'enseignement. Donc ce sont des jonglages qu'il faut faire pour trouver des compromis dans le cadre des discussions avec l'intersyndicale des enseignants, pour trouver des compromis pour qu'on ait un niveau de rémunération qui soit plus ou moins confortable, que ce soit pour les nouvelles unités, que ce soit pour celles qui étaient dans les écoles conventionnées, mais pas seulement cela. Il faudrait, suivant les recommandations de la MONUSCO, chaque enseignant doit appeler l'élève par son nom. Ça veut dire que lorsque les élèves sont suivis dans une classe, si on dit à l'école primaire, première, deuxième jusqu'en sixième, on aimerait avoir 20, 30 élèves, c'est parce qu'il y a, pour étudier dans des bonnes conditions, certaines règles qu'il faut suivre. Il ne faut pas que l'enseignant, il regarde les enfants et puis il dit « Yo, 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 tika makelele » parce qu'il ne connaît pas le nom, il ne peut pas suivre. Imaginez-vous, vous avez de 8h à 12h des cours et une matière compliquée, 40% de la classe ne la comprend pas et 40% de la classe pose des questions. Cela veut dire que sur une classe de 70 élèves, vous avez 40 qui n'ont pas compris mais qui n'auront pas le temps de poser des questions parce qu'il y a peut-être d'autres matières à suivre par la suite. Donc, le temps matériel d'encadrer 70 et de s'assurer que lorsque vos enfants quittent la maison, ils vont réellement étudier, c'est-à-dire qu'il y a un plus. La construction de leur background, la construction de leur intellect se fait de manière effective, ça c'est un autre problème. Donc raison pour laquelle nous avons questionné le ministre pour dire il ne suffit pas de rencontrer des objectifs statistiques pour dire voilà, maintenant nous avons scolarisé autant, mais il faut savoir de quel constitutionnel, mais de savoir de quel enseignement s'agit-il. Qu'est-ce que nous donnons à ces enfants? Savez-vous que nous n'avons aucune institution universitaire par exemple qui se retrouve ne serait-ce que dans le top 100 des universités d'Afrique. Même l'UNIKIN. Même l'UNIKIN. Nous n'avons plus sorti des revues, je veux dire des articles dans des revues scientifiques de renommée. Nous avons un très gros problème parce que nous ne produisons plus rien sur le plan intellectuel. Nous n'avons pas de brevet. Vous savez, à l'époque, on parlait de Malou, il y avait Pousse Café, tout ça, mais vous avez remarqué, tout ce qui est Maladiar, Malacovid et tout ça n'ont pas des brevets internationaux. Ce sont des consommations locales dont aujourd'hui il est tout à fait difficile de prouver l'efficacité sur le plan scientifique. Parce qu'il faut aussi des études sur des échantillons et tout ça. Et tous ces labos-là n'ont pas ces moyens-là de faire ces études qui peuvent aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. Donc cela, c'est simplement pour vous dire que nous avons un réel problème. Parce que lorsque vous prenez le Japon a pris plus ou moins 15 années pour consacrer la gratuité de l'enseignement. La France mêmement, parce que c'est un processus qui exige beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut... Sommes-nous allés trop vite au besoin? Le chef de l'État a la volonté de faire des choses. Et je ne pense pas que Kabila l'a manqué, parce que Kabila aussi voulait que l'enseignement soit gratuit. J'ai discuté dernièrement avec le ministre Maker. Le vœu de Kabila, c'était qu'il y ait l'enseignement gratuit sur toute l'étendue de la République. Mais on lui a fait comprendre à cette époque-là que c'était un pari très risqué, au prix de sacrifier. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez remarquer que maintenant, on va faire payer le bien. Tout à fait. C'est parce qu'ils se sont rendus compte. Il y a un rétropédalage. On peut maintenant parler de l'échec de cette gratuité. Mais non, je crois que nous devons faire la part des choses. Oui. Nous devons être d'accord sur le fait que c'est un objectif à atteindre. Il ne suffit pas de parler d'échec, il ne suffit pas de dire, vous voyez, on avait raison. Non, ce n'est pas ça la question. Il s'agit aussi de certains parents qui n'ont pas de revenus et qui aimeraient que leurs enfants aient à l'école. Il y en a même qui, les $150 qui viennent d'être fixés, ne les ont pas. Ça veut dire que pour cette mesure-là, leurs enfants vont rester à la maison. Il y aura des problèmes de banditisme et tout ce que vous voyez, les chèques et ainsi de suite. Il ne suffit pas ici de chercher à opposer les uns aux autres. Il faut que nous regardions la réalité en face. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde, avec plus de 27 millions de personnes qui vivent dans la famine. Non, pas d'autoflagellation. Non, c'est la réalité. Nous sommes avant le Yémen. Nous avons dans ce pays, nous avons au monde plus de 160 pays. Et nous sommes juste avant le Yémen. La famine dans ce pays, c'est 27 millions de personnes sous-alimentées. 27 millions, ça veut dire la population du Gabon x 4. Ça veut dire 2 fois la population de Belgique. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque nous regardons nos réalités en face, lorsque nous voulons nous lancer des défis, nous devons voir est-ce que nous en sommes capables. Parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement, nous sommes en plein budget, je vais essayer de voir ce qui est prévu pour 2022, mais je sais que nous ne sommes pas capables de payer, par exemple, à tous les enseignants la somme modique de $500. Honorable, vous l'avez dit déjà peut-être d'entrée le jeu, mais est-ce que vous ne vous sentez pas coupable parce que c'est vous l'autorité budgétaire?
La gratuité est opérationnelle depuis 2 ans. Ça ne marche pas. Il fallait attendre la 3e année pour réagir. Est-ce que vous ne réalisez pas votre responsabilité dans l'échec, bien que vous avez... Je pense que nous avons tous une part de responsabilité. Et nous devons l'assumer collectivement. Notre pays est difficile, notre pays est compliqué. Le projet a été lancé. Il faut que chacun y contribue et chacun y perde aussi. On ne va pas tous y gagner. Ça sera difficile que l'intersyndicale obtienne que tous les enseignants reçoivent $600. Si c'était facile, par exemple, Moody serait déjà passé depuis très longtemps. Ensuite, lorsque je parle d'efforts collectifs, oui, nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous constatons que nous n'avons pas. Nous poussons le gouvernement à mobiliser un maximum de recettes, mais lorsqu'il vous présente un budget de 10 milliards, il le réalise à 40%. Après, il y a eu la Covid qui est passée par là. Donc, c'est vrai que nous avons un effort et que nous avons une responsabilité, mais il ne faudrait pas à un moment donné que nous nous stigmatisions. Parce que pour que nous atteignions l'objectif de la gratuité, il faut que ce pays mobilise des recettes suffisantes. Pas seulement pour le traitement des professeurs, mais pour les infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, les écoles reçoivent des frais de fonctionnement de l'ordre de $50. Les frais de fonctionnement, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a comme papier, c'est tout ce qu'il y a comme craie, c'est tout ce qui fait fonctionner l'école. Mais les écoles reçoivent $50. Donc nous avons un grand problème budgétaire. Et là, maintenant que le budget 2022 vient d'être déposé aujourd'hui, moi je suis membre de l'ECOFIN, nous allons voir ce qui est réservé à l'enseignement et voir quels sont les ajustements structurels et nécessaires que nous devons pour aller vers l'objectif. Parce que je ne considère pas que nous sommes en mesure de le réaliser maintenant, mais je considère que si nous nous y mettons tous et que nous mettons de la méthode et des moyens, nous allons y arriver. Honorable, toujours dans les mêmes ordres d'idées qu'Alima, parlons un peu du travail que vous abattez. Vous savez comment est-ce qu'on vous a surnommé à la cité? On vous appelle désormais complexe scolaire Mbosso. Parce que les députés nationaux estampillés Union sacrée, vous faites pire que les FCC. Vous êtes vraiment au service d'un individu, aujourd'hui appelé Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une caricature, mais je comprends. Je crois que tout est parti du SMS qui a été envoyé, dans lequel il a été demandé et de cet accueil-là délirant d'aller accueillir le chef de l'État. Pour votre information, je n'y suis pas allé. Je continue à considérer en tant que républicain. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Je suis en train d'y arriver. Je n'y suis pas allé parce que je reste républicain. La personne que vous connaissez n'a pas changé. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, je le dis. Pas parce que je suis supérieur ou parce que je suis intelligent, parce que je suis plus juste que les autres, mais parce que c'est de notre devoir qu'à un certain moment, que le mal ou quelque chose qui ne fonctionne pas soit dit indépendamment de l'appartenance ou de l'affinité politique qu'on peut avoir. Il ne faut pas qu'aujourd'hui nous disions que Kabila c'est un dictateur, que nous ayons dit que Mobutu c'est un dictateur et que lorsque c'est Mamba qui devient président de la République et qui pose les actes de Kabila ou qui pose les actes de Mobutu, que vous, John, vous disiez non, vous donniez des explications à ce jeu. Il faut que vous ayez le courage de dire mais non, monsieur Mamba, ce que vous posez comme acte, malgré que nous sommes, allez, on va dire comme ça, nous nous connaissons, ce n'est pas bon. Alors, nous avons des institutions. La présidence de la République est une institution. Le Parlement, le Sénat sont des institutions. Donc, les présidents, il est tout à fait normal. Vous avez parlé de la présidence. Non, la présidence est une institution. Le président lui-même est une institution aussi. Voilà. Ou si vous voulez, la présidence est un service public, pour mieux dire les choses. Si un député, un citoyen X ou Y, député fût-il, ministre, prend la liberté d'aller accueillir le chef de l'État, la Constitution ne l'en empêche pas. Okay. Il le fait de gré. Si une famille politique qui a en son sein a des ministres, a des députés, et que cette famille veut réserver un accueil à son autorité morale, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'elles arrivent au siège du parti, elles disent, bon écoutez, notre chef arrive, est-ce qu'on ne peut pas aller l'accueillir? Là où le bas blesse, c'est lorsque une institution qui est censée être neutre, où vous avez un message par les canaux officiels, on vous dit, bon, écoutez, il faudrait que vous soyez à la station pour aller accueillir le chef de l'État. Ouais. C'est là qu'il y a eu le problème. Je crois que c'est une erreur de communication. Normalement, je ne serais pas choqué que, comme j'ai vu M. Mende y aller, ou n'importe, ouais. Je ne serais pas choqué que les gens aillent. Je ne serais pas choqué, mais ce qui a dérangé, je crois, qui a heurté la conscience collective, c'est le fait que ce soit par des canaux officiels, un message officiel d'une assemblée qui est censée être une institution au milieu du village.
Je vous ai dit, il y a 500 députés, ce ne sont pas tous les 500 qui sont partis. L'Union sacrée elle-même a 400 députés, je crois qu'il y avait moins de 100 députés. Donc, ce sont des choses que nous déplorons. Et j'espère qu'à l'avenir, notre bureau va faire le distinguo entre la machinerie politique, l'institutionnel et le domaine politique, qui est un domaine strictement privé. Je crois que si ce distinguo-là est bien fait, on éviterait ce genre d'interprétation. On revient un peu sur votre projet, votre interpellation. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du ministre quand on sait Ma que problématique déjà, ou mon slogan, c'est « pas de gratuité sans qualité ». Vous pouvez retenir cette phrase-là. Pas de gratuité sans qualité. Donc, nous demandons au ministre de venir nous présenter son plan stratégique avec des chiffres à l'appui de comment il compte atteindre l'objectif, avec les moyens dont nous disposons. Comment est-ce qu'il compte sur le plan structurel, par exemple, améliorer les conditions d'accueil. Lorsque vous allez dans certains villages, Tilelo, les enfants étudient sur des manguiers, à même le sol. Lorsque nous sommes ici à Kinshasa, vous allez constater des écoles comme Bobokoli, parce que moi je suis très proche de Bobokoli. Il y avait 1800 élèves, maintenant il y en a 4300. Il y avait 30 élèves dans une salle de classe, maintenant il y en a 70. Donc il faudrait qu'on réponde de manière structurelle à cette problématique de l'accueil des élèves en salle de classe. Il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement qui devrait mettre en place une stratégie qui mettrait en œuvre ou en action le ministère des ITPR, le ministère de l'EPST, le ministère des Finances et du Budget, pour qu'il y ait un programme de construction des salles de classe ou d'infrastructures scolaires, ou d'élargissement ou d'accroissement des infrastructures scolaires. On a eu beaucoup de programmes ici, 1000 écoles et ainsi de suite. Il faut que nous ayons ça. Ça, c'est une idée. Lorsque nous allons résoudre le problème, il y a un autre problème qui se posera, parce que vous allez augmenter le nombre de salles de classe, il faudra engager. Il faut engager du personnel pour qu'il puisse. Ça va poser un problème aussi budgétaire parce qu'il faudra mécaniser de nouveaux enseignants. Mais aussi, il faudra répondre à cette problématique de comment est-ce que nous faisons pour toutes ces personnes qui avaient un loyer qu'ils payaient, je ne veux pas les enseignants. La politique salariale. La politique salariale. Quelqu'un qui était en conventionnel, il payait un loyer et puis à un moment donné, on lui dit que ses revenus sont rabattus par 3. Qu'est-ce qu'il explique à son bailleur? Comment il continue son train de vie? C'est difficile. Donc, il faudrait peut-être, et moi à la place du gouvernement, ou moi à la place du Premier ministre, ou peut-être du ministre de l'EPST, j'allais essayer de procéder par palier. C'est-à-dire que nous vérifions quelle est la hauteur de la contribution des parents dans les écoles, et nous fixions graduellement chaque année une contribution de l'État qui va diminuer sensiblement cette contribution des parents. Un exemple terre à terre, si les parents payaient $500 l'année, le gouvernement cette année dit nous donnons une prime ou une bourse où nous donnons $100 de plus. Ça veut dire qu'au lieu que le parent paye 500, cette année il va payer 400, l'année d'après il va payer 300, jusqu'au jour où nous serons en mesure de dire écoutez, le gouvernement est assez solide pour prendre en charge la globalité tout en garantissant la qualité et aussi le traitement des Alors faire autrement, c'est du populisme ou tout simplement de la démagogie. Faire autrement, c'est mal faire. Je ne vais pas entrer... J'ai vu effectivement des spots où on montrait quelqu'un qui venait d'acheter une voiture parce qu'il a beaucoup économisé. Voilà. Non, ce sont des mauvais messages. Oui. Je pense que les personnes qui sont autour de ce genre de communication lancent des mauvais messages. Je vous dis aujourd'hui, lorsque vous allez au Gabon, à partir de première année, je crois, secondaire, les élèves ont des bourses. Mais c'est une population de plus ou moins 6 millions d'habitants. Ils ont une manne pétrolière et ce ne sont pas des grands faiseurs d'enfants, excusez-moi l'expression, donc ils savent gérer. Ça fait des années, lorsque vous êtes dans des pays comme le Gabon, quand on vous dit que les gens sont payés le 20, ils sont payés. Mais nous avons des réalités tout autres. Par oisiveté, notre population croît de manière exponentielle. Nous avons un taux de croissance qui est extrêmement élevé. Vous savez, ces 20 dernières années, notre population a triplé. La ville de Kinshasa, moi j'ai fait plus de 30 ans à Kinshasa lorsque je grandissais. Aujourd'hui, les embouteillages que nous avons, c'est lié à quoi? C'est d'abord que nous sommes une ville-pays. La population qui est à Kinshasa, c'est la population qui est dans tout le Rwanda. 13 millions d'habitants à Kinshasa, 13 millions d'habitants au Rwanda. Kinshasa a 2 fois la population du Gabon. Donc, nous avons une croissance exponentielle en termes démographiques et nous devons être conscients de nos faiblesses et essayer de faire les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de parcimonie, mais surtout se projeter pour un avenir meilleur. Honorable, je rappelle que nous recevons l'honorable Jean-Jacques Mamba, député national élu
de la Lukunga sur la liste MLC. Honorable, l'actualité c'est aussi la désignation des nouveaux animateurs de la CENI avec M. Denis Kadima sur fond des crises, sur fond des tensions. Pour preuve, le week-end dernier, les fronts patriotiques étaient dans la rue, tout justement pour fustiger ou dénoncer ce qu'ils qualifient de politisation de la CENI. Peut-on dire qu'il y a une crise, déjà avant même les élections, une crise pré-électorale qui risque peut-être de prendre des dimensions qu'on ne peut plus contrôler peut-être plus tard? Bon, écoutez, nous avons la responsabilité en tant qu'acteurs politiques d'œuvrer chacun à son niveau pour que les élections prochaines soient apaisées et crédibles, et surtout transparentes. Il est certain qu'il y a eu beaucoup de discussions. Oui. Il est certain que ce processus a épilogué sur des dissensions, sur des trahisons. On a eu des enregistrements audio, on a eu des suspicions, on a eu vraiment tout le lot de ce qui peut porter à croire que ce processus est déjà entaché d'irrégularités avant même d'atteindre son terme. Il est déjà miné. Mais maintenant que les choses sont faites... De quelle manière? Non. De quelle manière? Maintenant que les choses... Non. Vous savez, dans ce pays, oui. Prenez 2006, prenez 2011, prenez 2018, les choses n'ont jamais été différentes. Nous sommes dans la même guerre parce qu'au niveau de la loi organique, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Tenez, nous sommes l'un des rares pays au monde qui vit dans la contradiction. Voilà ce que nous disons. On ne veut pas que le ministère de l'Intérieur organise les élections parce qu'on se dit que bon, il est d'une famille politique, il va organiser les élections à son profit. Nous allons créer une commission électorale nationale indépendante. Dites indépendante. Au lieu de se limiter à dire commission électorale nationale, nous rajoutons indépendante. Mais après avoir dit indépendante, nous disons que les animateurs, nous devons les choisir. C'est-à-dire que les animateurs doivent être choisis par nous. Et d'ailleurs, la configuration du bureau doit être la transfiguration de la composition ou de rapport de force. De rapport de force au niveau parlementaire. Donc comment voulez-vous baptiser une institution indépendante dans laquelle vous-même vous désignez les gens? C'est comme si vous avez un match de football et vous commencez à choisir vos arbitres. Vous dites on veut un arbitre indépendant, mais comme c'est un tournoi, s'il y a deux poules Est et Ouest, Est, bon, vous aviez perdu le championnat passé, vous avez droit à 3 arbitres, et nous, alors à chaque fois que ça sera un arbitre de l'Est, nous on sera contents parce que nous l'avons désigné. Et si c'est un arbitre de l'Ouest, les gens de l'Ouest seront contents parce qu'ils l'auront désigné. Donc, nous sommes d'abord dans la contradiction. Et il faut que nous arrivions à en sortir de manière légale, c'est-à-dire au niveau parlementaire, voir comment est-ce que nous modifions la loi organique. Il est autant anormal qu'un processus de désignation du bureau se fasse par les églises. Les églises ont failli. Que ce soit catholique, protestant, toutes les petites églises, c'est un processus national. Vous imaginez le scénario où ça aurait été le candidat de l'ECC ou ça aurait été le candidat des catholiques qui serait passé, peut-être que les 6 autres allaient bouder. Parce que ce qui se passe avec notre loi, c'est que notre loi permet de matérialiser les préférences. Vous savez, les préférences, elle permet de matérialiser ses préférences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une préférence pour Mamba, mais la loi vous donne la latitude de la manifester et de la matérialiser. C'est-à-dire que si vous décidez, vous, en tant que président de parti, que ce soit Mamba qui soit le questeur, lorsqu'on doit désigner, vous allez matérialiser votre préférence, je peux être votre petit frère, vous allez mettre mon nom et je deviendrai questeur. En Afrique du Sud, ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes dans un contact de suspicion, il n'y a que le tirage au sort qui vous départage. Raison pour laquelle... La nature tranche. Raison pour laquelle, moi j'avais proposé, au niveau de mon groupe parlementaire, même si j'ai été minorisé, et dans le cadre du G13, que nous ayons un processus plus élargi. Pas seulement les églises. Ça veut dire quoi? Nous créons une commission nationale pour les élections. Encore une commission. J'explique. Oui. Qui est constituée de 26 membres. Pourquoi 26 membres? Parce qu'il y a 26 provinces. Mais personne d'entre eux ne sera choisi ou nommé. Chacun dans sa province est pris au sort. Ça veut dire que vous arrivez dans un bureau, chacun vient déposer, on met le critérium pour faire partie de la commission. On met un bureau où les gens viennent déposer leur candidature. Oui. Devant huissier, dans cette province-là, si on dit que c'est le 10, les gens arrivent, on tire au sort le nom de la personne qui représente la province dans la commission. Vous allez retrouver 26 personnes qui ne se connaissent pas et qui toutes ont été choisies au hasard. Ça, c'est d'abord la base. Et c'est ces personnes-là qui auront la responsabilité de désigner les membres du bureau de la CENI. Mais ils ne vont pas les choisir non plus. On va refaire le même procédé, c'est-à-dire que
Pour chaque poste, on met des critères. Chacun qui veut dépose son dossier, mais avant d'aller en remplissant les critères, mais avant même d'aller plus loin au tirage au sort, il y a un filtrage qui peut être fait du fait qu'on va faire participer la population lorsqu'on sort les listes pour les témoignages. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un peut-être dans son quartier qui avait commis des crimes, il y a quelqu'un qui est réputé comme un escroc, comme un incompétent. Les gens viennent déposer, on fait le premier tri. Et puis par exemple, pour chaque poste du bureau, il vous reste 100 personnes, il vous reste 500 personnes. Vous prenez la RTNC, en direct, tirage au sort, et vous tirez. Donc il n'y a personne qui va se retrouver à la CENI parce qu'on avait désigné. Donc le président de la CENI sera tiré au sort. Absolument, c'est ce qui se fait. Honorable. En Afrique du Sud, c'est ce qui se fait. Je vous dis ceci. Il n'est pas simplement tiré au sort. Il est dans la shortlist des personnes qui correspondent au mieux aux critères. C'est-à-dire, d'abord, la commission est là pour recevoir les candidatures. On dit, par exemple, pour être président de la CENI, vous devez avoir tel âge, vous devez avoir tel diplôme, vous devez avoir telle expérience professionnelle. Eux reçoivent les candidatures avec des codes. Il n'y a pas de nom, ils ne connaissent pas. On vérifie les critères. Les critères, déjà, d'élimination sont là. On élimine une bonne partie. Mais lorsqu'il en restera 50, qui sont les meilleurs profils pour ce poste-là de la présidence, vous faites un tirage au sort. Vous oubliez peut-être que le verbe sera mal utilisé ou mal choisi, vous oubliez ce qui s'est passé avec les confessions religieuses. Ils n'étaient qu'à 8, mais ils ne sont pas parvenus à trouver un accord. Est-ce que vous serez à mesure de réunir toute une province avec la diversification politique, culturelle qui arrive, tribalisme et tout ça, pour que vous ayez un nombre réduit de représentants valables? J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous avez utilisé le bon terme, mais je n'ai pas oublié. Je suis en train d'expliquer cette difficulté. C'est-à-dire que vous avez 8 confessions religieuses qui ne se mettent pas d'accord. Parce qu'elles n'arrivent pas, chacune d'elles veut matérialiser une préférence. Oui. D'accord? Mais ce dont je parle, lorsque vous arrivez dans une province, vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord. On vous dit, tel jour, on va tirer au sort le représentant de la province dans la Commission nationale pour les élections. Le dépôt des candidatures se fait de telle date à tel endroit. Vous allez déposer. Et après le jour de la proclamation du résultat, c'est un tirage au sort. On sort la tirelire, ou je ne sais pas, le panier, avec tous les plis à l'intérieur, il y a des huissiers, tout le monde assiste, on tourne, on sort un nom. Vous allez discuter comment? Mais vous n'allez discuter que si vous remettez en cause s'il y a trucage. Il y a la seule chose, mais s'il n'y a pas de trucage, vous faites comment? Il y a déjà une équipe au départ pour filtrer les candidatures. Sinon, vous risquez d'avoir même des candidatures. Non, c'est ce que je dis. Je dis ceci. Ouais. Vous avez une administration. Ce sont des membres de la CENI. Ils reçoivent les candidatures. On les filtre. On retient peut-être 100 personnes. Les meilleurs profils. Par exemple, dans une province, il faut que les gens aient un minimum d'études. Vous n'allez quand même pas avoir un villageois qui ne saura pas lire, qui ne saura pas écrire. Donc, vous demandez des CV. Vous prenez par exemple 500, les 500 premiers. Et ensuite, vous vérifiez, vous tamisez, vous aurez 150. Il peut y avoir des recours, on n'en disconvient pas. Mais la finalité est que la personne qui est désignée n'est pas une préférence matérialisée de qui que ce soit. Il est désigné par le sort. Et si vous avez 26 personnes qui sont désignées par le sort et qu'elles aussi, à leur tour, elles devront désigner par le sort, il n'y a aucune plateforme politique, aucun président de la République, aucun premier ministre, aucun parti politique qui va dire que cette personne-là, c'est moi qui l'ai placée, elle doit vous donner tel ou tel autre résultat. Vous avez déjà fait cette proposition? Je l'ai discuté dans mon groupe parlementaire. Personne ne vous entend. Je n'ai pas été suivi parce qu'ils ont trouvé que c'était trop compliqué. Mais alors que dans ce pays, ce que nous devons réaliser après 60 ans d'indépendance, c'est que le Congo, c'est plusieurs pays. On chante unis par le sort. Parce qu'en réalité, il y a un Belge là, un vieux Belge, à un moment donné, s'est réveillé le matin, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ça c'est le Congo. Ah oui. Vous comprenez? À la Moukiga, il a commencé à dessiner, il dit, bon, ça là, c'est le Congo. Donc nous sommes unis par le sort. Et la seule chose qui peut nous mettre d'accord, c'est ce sort-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, remarquez, M. Kabila était au pouvoir, les gens parlaient swahili. Partout dans tous les bureaux, vous arrivez, depuis Kabila père, tout le monde parle en swahili, tout le monde est Minasema, Mukamate, Mubambe. Okay? Entre parenthèses. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Chiluba, depuis Chibala d'ailleurs, à la présidence, il y a même eu un communiqué officiel où on interdisait aux gens de parler en Chiluba. Vous avez l'impression que partout où vous êtes, même nos amis, les Wewa et tout ça, si vous parlez en Chiluba, vous avez une forme d'immunité. Pourquoi?
parce que le président de la République est issu de cette province et les personnes qui sont de cette province ont tendance à penser qu'elles se retrouvent. Parce que nous sommes plusieurs pays. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on doit revenir aux élections à 2 tours pour donner au président de la République une majorité qui va largement au-delà de ses avidés tribales. Donc, je suis en train de dire que parce que nous sommes une somme de pays, parce que lorsque des gens meurent à Béni, à Boutembo, les gens sont en boîte. Nous sommes l'un des rares pays au monde où on égorge 20 personnes la nuit et il n'y a pas de deuil national et puis les gens vont au travail le matin comme si de rien n'était. Nous sommes de la même... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le ressenti équidistant entre les différents lieux et tout ça. Donc, nous, à Kinshasa, on est plus préoccupés par les réalités de Kinshasa. Et lorsqu'on vous apprend qu'au Bandundu, il y a eu une invasion, on ne se sent pas très, très concerné. Raison pour laquelle, pour obtenir une forme d'unanimité, une forme de consensus, il n'y a que le sort, il n'y a que le tirage au sort qui peut nous opposer et nous unir aussi en même temps. Une idée me passe en tête, peut-être, John, une minute. Est-ce que ça n'aurait pas été un peu plus prudent et plus consistant de faire porter votre parti, le MLC, cette proposition? Parce que nous savons, les chairman, quand ils portent le projet, c'est vrai, c'est au nom du parti, de ses partisans, mais quand ils le portent, la voie est suivie autrement que quand il est député national. Les canaux sont l'exercice veut que, pour ce genre de lois, qui sont des lois d'intérêt national, qui sont d'ailleurs, vous savez, sur les 5 ans d'une législature, les lois les plus prisées, ce sont les différents budgets, reddition des comptes, projet de budget, mais aussi la loi électorale comme la loi organique. Si vous voyez, les gros enjeux, c'est autour des lois qui produisent le pouvoir. Parce qu'en fait, la loi électorale, comme la loi organique, elle produit le pouvoir. Donc, pour ce genre de loi, le travail se fait en commission interne, c'est-à-dire au sein de votre groupe parlementaire. Et vous ne pouvez pas, si une de vos propositions n'est pas portée par le groupe, défier votre groupe et aller avec votre proposition, parce que dans tous les cas, vous reviendrez par là. Vous allez revenir par là et elle ne sera pas endossée. Donc, moi j'ai dit ce que j'en pensais. Les collègues ont estimé que c'était compliqué et je peux comprendre, je n'ai pas la science infuse, mais au moins j'ai le souci que dans les années qui suivent, que nous n'ayons plus des discussions, on ne doit plus ergoter pendant 2 ans, pendant 6 mois autour du processus électoral. Vous savez, ça nous prend un temps énorme. Vous savez, on est en train d'en parler alors que nous sommes à la 2e année du mandat du chef de l'État. Cela veut dire qu'il vient de commencer, le temps qu'on mette un gouvernement en place et tout ça, vous commencez à vous projeter sur les élections au lieu de rester d'abord sur le programme. C'est-à-dire que la discussion sur les élections nous a pris plus de 8 mois, alors que nous avons des programmes à réaliser. Alors que les Congolais attendent de nous de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, ils attendent de nous de l'emploi, mais vous allez constater qu'il y a des émissions et des émissions, il y a des grèves et il y a des marches pour le pouvoir, mais il n'y a pas des grèves et des marches pour l'emploi. Ça fait 17 ans que je suis en politique dans ce pays, notamment 16 ans MLC, je voulais dire. Je n'ai jamais vu des gens marcher parce qu'ils n'ont pas de travail. Je n'ai jamais vu des gens marcher parce qu'ils ont faim. Je n'ai jamais vu des politiciens... Voilà, non, de l'eau, j'ai vu une fois. Des fois, hein. Majoration du prix de pain, jamais. Jamais. Mais vous allez remarquer que nous avons cette facilité, là. Promptitude, cette propension à faire marcher les gens autour des questions liées strictement au pouvoir. Et la population de tout ça, elle est où? Donc, raison pour laquelle nous devons trouver une solution définitive à ce problème, de manière à permettre au prochain chef de l'État, si c'est celui qui va faire un 2e mandat ou celui qui viendra après lui, de se concentrer sur son programme électoral, de se concentrer sur le fait que le Congo, le pays le plus pauvre au monde, a le potentiel de devenir la première puissance d'Afrique. Et ce n'est pas dans des discussions genre CENI, Kadima et ainsi de suite qu'on va atteindre cet objectif. Tout justement, Jean-Jacques Mamba, je sais que les questions économico-financières vous intéressent beaucoup. Vous êtes député national et à ce titre, autorité budgétaire, l'une de vos missions constitutionnelle, c'est le contrôle, essentiellement même. Aujourd'hui, nous avons l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui a pratiquement avalé la Cour des comptes. Honorable Jean-Jacques Mamba, est-ce que le volume, l'ampleur qu'a pris l'IGF aujourd'hui ne prouve pas à suffisance que l'Assemblée nationale a failli? L'Assemblée nationale est complaisante dans l'une de ses missions constitutionnelles, celle du contrôle. Non, je ne pense pas. Je crois que chaque institution a sa place et que le travail de l'IGF, c'est sur certaines questions, parce que c'est un service de la présidence de la République, quoi qu'il ait été détaché,
qu'il est ramené au ministère des Finances, les services ou la fonction ou le travail de l'IGF est en partie le même travail que l'Assemblée nationale. Ah oui. Et des fois, on a l'impression que ça se chevauche. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse campagne, parce que c'était le vœu du chef de l'État, de montrer la différence entre l'Union sacrée et ceux qui avaient les 18 années auparavant, de montrer que maintenant il y a un grand contrôle. Et il y a eu un gros travail médiatique, de sorte que M. Alinguete et sur tous les écrans, il fait même des émissions. C'est la première fois au monde que je vois un inspecteur des finances faire des émissions. Il ne devait pas. Ah non, vous savez, lorsque vous traitez des dossiers relatifs aux finances publiques, oui. Ce n'est pas à vous de venir parler des dossiers. Vous êtes un OPJ, au fait. Vous faites les shows médiatiques. Voilà. Vous êtes un inspecteur de finances, vous êtes un OPJ. Donc, vous devez avoir une réserve. Non, il s'est justifié. Il a dit que les vols, les détournements, est une infraction brutale. Vous voulez qu'il se taise. Si vous allez aujourd'hui au Parlement, qu'on vous sorte les annales des initiatives de contrôle parlementaire, c'est 100 fois plus ce que M. Alinguete fait. Ça veut dire que il y a, moi je ne sais pas combien de questions écrites j'ai faites, des questions orales. Il y a des questions qui sont traitées. Il y a des questions qui sont traitées, il y en a qui ne le sont pas. Je viens vous donner le cas du ministre Tony Mwaba, mais vous avez bien vu que le ministre de PTNT qui est arrivé avec l'histoire de la RAM. Tous les mercredis, maintenant, nous avons un contrôle parlementaire. Donc, ce n'est pas parce que, entre guillemets, M. Alinguete est une vedette actuellement, que nous allons aller conclure, épiloguer en disant que, bon, voilà, le Parlement ne fait pas son travail. Je pense que nous avons des méthodes qui sont différentes. En ce qui me concerne, mais je crois que ce type d'exposition médiatique dessert sur le terme. Vous comprenez, parce qu'il y a des dossiers sensibles. Prenons le dossier de la RAM. Sur le dossier de la RAM, vous voyez qu'il n'a pas fait la grosse impression qu'il aurait fait par exemple sur le dossier Bukanga Alonso. Vous avez des dossiers vous avez par exemple des dossiers comme celui du ministère de la Santé. L'ancien ministre Eteni aujourd'hui qui bénéficiait d'une liberté provisoire. Sur ce dossier-là, il n'a pas été très bavard. Donc je pense que le piège à la présidence. Donc je pense que le piège d'une communication quand on est au PJ, c'est le piège de donner l'impression qu'on fonctionne à géométrie variable. Je crois qu'il a le devoir de réserve. Il doit faire son travail et il fait un travail remarquable parce qu'on peut voir la corrélation qui existe entre le début de ses missions et l'augmentation des recettes, mais je crois qu'il doit le faire dans un esprit d'OPJ et continuer à faire le travail parce qu'au fait, il ne faut pas trop alerter lorsque vous faites ce genre de travail parce que les gens prennent leurs dispositions et donc il faut quand même essayer... Mais oui, l'inspection, un inspecteur reste un inspecteur. Donc il faut qu'on laisse ce travail-là aux politiciens, qu'on laisse les politiciens que nous sommes, les députés, expliquer les situations, être sur les médias. Mais il y a aussi un problème. La vie a horreur de vide. L'Assemblée nationale n'a jamais interpellé et sanctionné depuis plus de 10 ans, 2 législations, voire même 3. Mais on s'est dit, cette fois-là, on arrache ces pouvoirs-là, ces védétariats, on l'a confié à Alinguete, ce n'est pas un mal. Mais à part donner les rapports, il a sanctionné qui ? Prenons le cas du RAM. Tout le monde s'attendait à un résultat concret, mais ça traîne. La RAM, ou le RAM, registre d'appareil mobile, l'assiette. D'abord, moi je suis contre la RAM. Le RAM, hein. Ouais. J'aimerais déjà vous dire, déjà je suis contre. Je ne partage pas. Pour quelle raison ? Parce que je considère qu'il n'y a aucun service derrière. Et je considère que c'est un luxe aujourd'hui de demander aux personnes qui achètent un téléphone à 10 $, de payer chaque année, parce qu'en réalité, ce registre-là, si c'est le même téléphone, ne devait être payé qu'une seule fois. Je trouve que 7 $, c'est trop cher payé et que derrière cela, il n'y a pas de service. Et surtout, il y a un gros problème de la destination de ces fonds, mais un autre problème de l'assiette ou la base légale de ces fonds. Ça veut dire sur quel... est-ce que c'est perçu par la DGRAD, taxe, redevance, on ne sait pas. Donc là, on a commencé la session budgétaire, le ministre des PTNT viendra nous faire un état des lieux et nous allons vérifier avec lui la réponse à toutes ces questions. Mais je suis en train de dire qu'effectivement, cela fait plus de 10 ans que ces ministres-là n'ont pas été sanctionnés. Que ce soit à l'époque de Mobutu, de Kabila Père. Donc Kabila Père, il y a eu des ministres qui sont allés en prison. Le fils, il n'y a rien eu. Maintenant, nous sommes à 2 années et demie, mais il y a plusieurs personnes qui sont allées en prison. Au CC. De façon sélective. Hein? Je n'en disconviens pas. Si vous le dites, ça veut dire que vous avez certainement des données chiffrées. Mais je considère que nous avons eu plusieurs directeurs généraux qui sont allés en prison.
Il y a même des ministres qui sont allés en prison. M. Etienne est un ministre, il est allé en prison, même s'il a une liberté provisoire. Nous avons eu les directeurs de cabinet du chef de l'État qui sont allés en prison. Donc je crois qu'à un certain moment, nous devons quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont fournis, mais je reste d'accord avec vous qu'on doit en faire davantage. Je reste d'accord avec vous qu'on doit nettoyer cette image que ça fonctionne à géométrie variable et que c'est très sélectif et que pour certains dossiers, on préfère se taire, mais pour d'autres, on les accentue. Je pense que cette image, M. Alinguete qui est au devant de la scène, doit vraiment travailler pour que cette image-là puisse un peu disparaître de l'imaginaire collectif. Anna, je m'en voudrais si je ne posais pas cette question, les peu de minutes qui nous restent, parce qu'on a affaire à un élu. C'est vous qui prolongez cet état de siège. C'est pour la 12e fois maintenant. 12e fois, 13e fois déjà. Et la dernière fois, quand vous avez même prolongé, les élus de cette partie de la République ont claqué la porte. Honorable Jean-Jacques Mamba, finalement, à quoi sert cet état de siège? Parce que chaque jour qui passe, il y a toujours des atrocités dans cette partie de la République. Et jusqu'où irons-nous avec ça? J'aimerais vous dire quelque chose. Parlons comme des Congolais. Chaque minute qui passe, chaque heure, chaque jour qui passe, il y a un de nos concitoyens qui se fait égorger, qui se fait tuer. Qui tombe? Il y a un moment donné, on nous a dit, je crois que dans l'imaginaire collectif, le patron de la guerre de l'Est, c'était M. Joseph Kabila. De sorte que nous disions à l'unisson que le jour que lui il quitte le pouvoir, cette guerre-là s'arrête. Je pense que nous l'avions entendu. Il se fait qu'il n'est plus au pouvoir, que la guerre continue. Pourquoi elle continue? Elle ne se fait pas au Bandundu. Donc c'est que Joseph Kabila n'était pas le problème. Elle ne se fait pas au Bandundu. Elle ne se fait pas au Mayombe. Elle ne se fait pas à l'équateur, en bas d'Aka, dans la forêt équatoriale. Elle se fait là où il y a du coltan, qui est la matière la plus prisée au monde. Elle se fait là où il y a du gaz naturel. C'est une affaire de business. Et lorsqu'on parle de business, il n'y a pas d'état d'âme. Ça veut dire que les personnes qui tirent les ficelles, les personnes qui continuent à gagner de l'argent du fait de l'instabilité, continueront à le faire indépendamment du président de la République ou du chef d'état-major qui sera en place. Notre responsabilité... Donc c'est un problème insoluble. Non, notre responsabilité, c'est de soutenir les FARDC. Notre responsabilité en tant que député, c'est prêcher pour qu'on leur donne un maximum de budget, qu'on leur donne de la logistique, que nous puissions recruter, que nous formions une armée qui soit dissuasive. Notre responsabilité, c'est de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, l'état de siège, c'est la réponse sécuritaire ultime. Après cette réponse-là, il y a la balkanisation. Donc si nous n'arrivons pas, dans le cadre de l'état de siège, à résorber et à porter la calmie, l'ennemi va se renforcer, il n'y a pas autre solution. Donc nous devons avoir, si vous voulez, un langage responsable. Nous devons avoir de la responsabilité. Je suis de cœur. Donc nous aurons des prolongations. Je suis de cœur avec mes collègues qui ont claqué la porte parce que ça se passe chez eux. Ouais. Il y a des membres de leur famille qui meurent. Et c'est douloureux à entendre, à voir et à sentir. Mais j'aimerais aussi rappeler à chacun de nous que la guerre en Afghanistan a fait des années, que la guerre à Islamabad a fait des années, alors que les États-Unis est la première puissance mondiale. Elle est partie au Cuba, mais elle n'a pas réussi à gagner les revenus. C'est pour vous dire que lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle d'armes à feu, ce n'est pas comme lorsqu'on parle d'un match de football où vous savez que nous avons 90 minutes pour tout finir. Il s'agit ici des stratégies militaires, il s'agit d'un gros marché de vente d'armes illicite, il y a des personnes qui alimentent les rebelles. Et donc ce business-là, il faut quand même du temps. Et l'état de siège, à ce que je sache, n'a pas encore fait une année. Mais j'ose croire, d'après ce que j'ai pu comprendre, que lorsque nous prenons les statistiques d'avant l'état de siège, il y a quand même une amélioration qui n'est peut-être pas satisfaisante. Je peux comprendre ceux qui le pensent, mais nous devons, par obligation, par devoir patriotique, soutenir nos forces armées et soutenir l'état de siège. Honorable Jean-Jacques Mamba, je n'ai pas vu nos 3 quarts d'heure passer. Si vite. Comme qui dirait, les bonnes choses ne disent pas. Alors je vous donne la parole, c'est pour atterrir, ça sera votre conclusion. Non, c'est un plaisir. J'ai été reçu par vous, des éminents journalistes. Je suis très, très, très honoré. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. N'hésitez pas de m'appeler ou de m'inviter à une autre occasion. Et j'aimerais dire à la population qu'indépendamment de ce qu'elle perçoit, Jean-Jacques Mamba ainsi que plusieurs autres députés sommes conscients de la difficulté que notre pays traverse. Et ce n'est pas une nouvelle difficulté, c'est une difficulté que nous traînons avec nous depuis 90 plus ou moins. Ça fait à peu près 30 à 35 ans que nous vivons dans des difficultés. C'est devenu Mais la responsabilité, elle est collective.
Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez les anciens opposants, j'ai vu des gens à la télévision, j'avais l'impression que si vous les mettez sur la même table avec M. Kabila, ils allaient l'égorger ou le manger cru. 2 ans après, lorsqu'il parle de Kabila, vous avez l'impression qu'il parle d'un dieu. En politique, les alliances s'effondrent, se défendent, se réforment. La raison pour laquelle je ça dis, n'étonne pas. s'il faut que nous soyons fidèles à des valeurs, soyons fidèles à des idéaux. On ne doit pas être partisans lorsque nos intérêts sont engagés. Même si nos intérêts sont engagés, lorsque le mal touche la collectivité, touche le général, touche le pays, il faut le décrier. Parce que le lendemain, vous allez remarquer, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous qui sommes au pouvoir, le lendemain, lorsqu'on ira à l'opposition, deviendra encore beaucoup plus intelligent. Parce que ce que je remarque, c'est que ce qu'on nous a bien beaucoup, il faut en opposer. Moi, je suis opposant, c'est fini. Mais suivez mon regard, l'UDPS. UDPS 30 ans. Je ne suis pas en train de stigmatiser, je vous parle du principe. Lelo, bandeko bachadari, bandeko FCC, bamachaki, ndeko fayu loupé azaliwana, azocha makelele. Côte à côte. Et là, makelele moko a raison, mais rien ne nous garantit, je le souhaite, rien ne nous garantit que ceux qui ont commis Jean-Jacques Mam, commis Fayu, tous ceux qui ont à l'instar de l'UDPS, rien ne nous garantit que ce sera mieux fait. Donc nous devons être humbles parce que notre pays est difficile. Il n'y a pas de solution magique. Dans une communauté unie par le sort, ce pays est extrêmement difficile. Mais ce faire comme si tout fonctionnait bien, alors que mien et Ali, c'est ça notre plus grand péché. La fête et la danse totika. Ali Mali. La fête et la danse totique. On ne sait plus aller plus loin après cette C'est une conclusion qui interpelle. Hein? Tout le monde. Nini Tosalité. Nini Tosalité. Même la danse hypothétique. Merci beaucoup, honorable Jean-Jacques Mamba. Je réitère mes remerciements. Je rappelle que vous êtes député national, élu de la Lukunga sur la liste MLC, les partis chers au Chairman, à Jean-Pierre Bemba. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Plaisir partagé. Merci. Et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci à vous. Rediffusion ce jeudi à partir de 11h. On se retrouve tout prochainement, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.